La première vidéo associée au module de calcul de section a précisé les caractéristiques mécaniques de section que ce module fournit. L'objet de cette deuxième vidéo est la pratique de ce module pour illustrer ces caractéristiques mécaniques de section via le traitement d'exemples simples. Pour qu'une section puisse être calculée, il faut au préalable qu'elle ait été conçue et maillée en triangle avant d'être importée dans le module de calcul de section. On suppose donc pour chaque exemple que la section a été préalablement conçue et maillée. Lors de l'importation d'une section maillée, la section peut avoir été partitionnée en plusieurs zones que nous appellerons des blocs. L'affectation des matériaux se fait dans le module de calcul de section après l'importation de la manière suivante. Un matériau est affecté par sous-domaine et un sous-domaine peut être associé à plusieurs blocs. Par exemple, ici, le sous-domaine 1 est associé au bloc 1 et 2 et le sous-domaine 2 est associé au bloc 3. Une fois qu'une section est importée et que les matériaux sont affectés, le calcul des caractéristiques mécaniques de section peut alors se faire et il se fait de manière automatique. Voilà, maintenant il est temps de lancer le module de calcul de section. Voici donc l'interface de CSB et il suffit de cliquer au milieu pour lancer le module de calcul de section. La première étape, on va dans File et on fait Import. Et dans Import, on a from GMSH. Et l'unité d'importation que je choisis, c'est des millimètres, parce que c'est comme ça qu'a été conçue la géométrie. Alors je vais le chercher ici, et je vais prendre cet exemple. Alors voici cet exemple. Voici le maillage, voici les blocs. Les blocs ont été colorés. Voici les gens qui indiquent bien les blocs 1, 2 et 3. Donc en fait, c'est une partition de la section en 3 zones que j'appelle ici des blocs. Alors dans un premier temps, nous n'allons pas traiter cette section comme une section hétérogène, mais homogène. Alors pour cela, il suffit que tous les blocs soient associés au même matériau, c'est-à-dire au même sous-domaine. Il y a un tableau pour ça. Eh bien, le bloc 1, je lui associe le sous-domaine 1. Le bloc 2, je lui associe aussi le sous-domaine 1. Et le bloc 3, je lui associe aussi le sous-domaine 1. Et puis je valide. Voilà, c'est validé, ils sont tous passés en gris parce que le 1 est en gris. Et que donc dès l'instant qu'il a été validé, ce tableau a été rempli dans lequel je n'ai qu'un seul sous-domaine, que la couleur est grise, et par défaut, c'est de l'acier qui lui a été affecté. Il y a deux matériaux par défaut qui sont ici, qui sont l'acier et le béton, qui peuvent être utilisés à tout instant, mais on peut rajouter autant de matériaux que l'on souhaite, nous le ferons tout à l'heure. Les matériaux qui sont utilisés, l'acier en l'occurrence, on peut jeter un coup d'œil sur ses caractéristiques. Il suffit de cliquer dans la ligne n'importe où et faire Show. Et on a aussi ici toutes les caractéristiques de l'acier. Voilà. Bien, maintenant la section est homogène, elle est en acier, elle est de couleur gris, mais on peut s'amuser à changer la couleur juste pour le principe. Voici, on passe à du gris un peu plus clair, que j'ai validé, et maintenant on lance les calculs, dans la mesure où la section est là, le matériau est là, il n'y a plus qu'à lancer les calculs. Alors c'est fait, ça a pris 4 secondes, c'est indiqué ici, et nous avons ici les constantes de section. Alors il y a d'abord les deux axes, comme elle est doublement symétrique, les deux axes sont aussi les axes naturels de la section, le centre d'inertie et le centre de cisaillement sont confondus. Les trois autres centres, enfin le centre géométrique et le centre de masse est confondu avec le centre élastique ou d'inertie, c'est normal, nous sommes en homogène isotrope. Bien. Le centre de cisaillement ici a exactement les mêmes coordonnées que les autres parce qu'ils sont tous confondus. Quant aux constantes de forme, on a les deux coefficients de section réduite des forts tranchants, l'air, les deux inerties, la constante de torsion et même la constante de gauchissement. Les unités sont données, cm² pour l'air, cm4 pour les les deux moments d'inertie, la constante de torsion, et cm6 pour la constante de gauchissement. Voilà pour ce qui concerne toutes les constantes classiques. Au passage, la matrice de rigidité que l'on voit sur cet onglet-là, la voici, elle est bien diagonale. Elle est en rigidité, mais on peut regarder ici la souplesse, qui est l'inverse. Et on peut exprimer cette matrice, non pas par rapport au centre d'inertie et aux axes d'inertie, mais on peut aussi l'exprimer par rapport au centre géométrique, qui peut être différent si elle avait été hétérogène, et par rapport aux axes naturels de la section.
avec toujours rigidité et souplesse. Mais ici, elles ne changent pas tellement parce qu'ils sont confondus. Alors, autre résultat. Les sections sont déformables pour ces sections, c'est très important, c'est à cause de ça que les résultats sont bons. Alors regardons un peu les déformations de sections avant de passer aux contraintes qui sont importantes. Alors ici, les déformations de sections. J'ai ici un choix sur les 6 efforts intérieurs ou bien regarder l'effet de chacun. Alors je vais laisser all, je vais faire effet poisson. Alors on me dit voilà, effet poisson, ça veut dire déformation, qu'est-ce qui a lieu dans le plan. Mais en fait, ce sont des effets poissons. On nous dit, voilà, l'effort normal et les 2 moments de flexion conduisent à des déformations dans le plan. Mais que les efforts tranchants et moments de torsion n'en apportent pas. Voilà. Alors, on voit bien ici que pour l'effort normal, par exemple, il y a une rétraction. C'est normal, quand je fais une traction positive, eh bien, la section se rétracte et ça donne ce type de forme. Et si on a ce type de forme pour un moment, c'est parce que dans un moment, il y a une partie qui est comprimée et une partie qui est tendu et que ça fait des effets poissons inverses, ça donne cette forme un peu trapézoïdale. Voilà. Je peux regarder tous ceux qui apportent du gauchissement, et alors on voit ici que ceux qui apportent du gauchissement, c'est les 2 efforts tranchants à le moment de torsion. Mais on peut les regarder un par un. Je peux prendre le moment de torsion, je fais, voici le gauchissement associé au moment de torsion. On le voit très bien ici, il suffit de faire tourner avec ces petits outils qui permettent, au niveau du graphisme, de faire des zooms, des rotations, ce que l'on veut. Bien. On peut se poser la question, est-ce qu'un moment de torsion a un effet poisson? En homogène isotrope, il n'en a pas. Donc on peut les regarder un par un en cliquant, que c'est comme un bouton radio sur l'un de ceux-là, et de regarder ce qu'il apporte. Voilà donc pour les déformations de section, elles sont bien présentes. Maintenant, les contraintes, et c'est plus important. Alors pour ce qui concerne les contraintes, on peut aller regarder les contraintes que génère chacun des efforts intérieurs en cliquant sur ces différents boutons. Et donc il s'agira d'avoir les contraintes que génère un effort intérieur unitaire. Mais maintenant, on peut aussi regarder en mettant combinaison. Je mets une combinaison de 6 efforts intérieurs et je vais regarder la combinaison des champs de contraintes associés et au niveau de la section. On va faire des choses simples. On va regarder déjà les contraintes générées par un moment de flexion autour de l'axe X. L'axe X, c'est celui-là. Eh bien, je vais regarder évidemment la contrainte axiale, sigma ZZ. Alors voici sa distribution. Si attendez, elle est linéaire selon Y, elle forme ce plan-là. Et alors on peut le tourner un peu ici pour y voir clair. Voilà. C'est plus intéressant que de voir les isovaleurs dans ce sens. Les mettre en relief est plus important. Vous avez ici en relief la valeur de sigma ZZ. On nous donne ici le alors j'étais pas au bon endroit. On nous donne ici le minimum et le maximum. Et on nous dit, voilà, il s'agit d'un moment de flexion de valeur unitaire. Mais unité, ici, ça veut dire kilonewton-mètre, de façon à avoir quelques mégapascales. C'est plus intéressant. Voilà donc pour la distribution des contraintes, par exemple, axiales. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'un moment conduit à, je ne sais pas, des cisaillements? Je clique sur cisaillement, il n'y en a pas. Voilà, on s'y attendait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder, par exemple, pour les efforts tranchants selon Y. Un effort tranchant conduit à ces 2 contraintes, sigma XZ et YZ. On sait que YZ est prépondérant, mais XZ existe aussi et il est calculé. Alors, on va regarder les deux. Voici la distribution pour un effort tranchant selon Y de la contrainte sigma YZ. Elle est à peu près parabolique, on s'y attendait, mais elle n'est pas tout à fait parabolique. Ça, c'est dû à l'effet Poisson, qu'il y a un point Cl ici. Voilà, avec ici à chaque fois un minimum et un maximum. On peut remarquer que le maximum est de 1 10-1, donc 0,1 mégapascal. Très bien. Regardons l'autre composante. Elle est bien présente. Et elle a cette forme-là. En fait, c'est une forme à torseur, à résultante nulle, parce que sa résultante aurait donné un effort tranchant sur le X, et comme il est nul, il faut absolument que la résultante, dans ce cas-là, soit égale à 0, et donc c'est une distribution antisymétrique. Alors maintenant, quelle est sa valeur? Sa valeur maximale est de 4 10-3, ça fait donc 100 fois plus petit que sigma YZ. Alors évidemment, quand maintenant on va aller voir la contrainte taux, que voici, la distribution de taux, je vais le mettre au milieu, eh bien, c'est sigma YZ qui l'emporte, on a cet effet parabolique. Alors ces 2 petits boutons, ils servent simplement à amplifier ou pas les variations. Voilà, on a fait le tour des champs de contraintes. On peut aller voir n'importe quelle contrainte. Si une contrainte doit être, par exemple, est-ce qu'un effort tranchant conduit à une contrainte axiale, ben on nous dit que 0 et qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est fait. Maintenant, encore peut-être un dernier point important, c'est le moment de torsion. Je vais regarder pour le moment de torsion les cisaillements, parce que c'est un résultat classique. Voilà, dans un rectangle, on sait que les contraintes de cisaillement sont à peu près nulles au centre, en torsion, et maximum vers les extrémités, et même le maximum est atteint au milieu de la
de la grande arête. Et on nous donne ici quelle est donc cette valeur. On nous précise là qu'il s'agit d'un moment de torsion unitaire qui vaut 1 kN/m. Voilà, cet exemple maintenant est terminé, il était homogène, maintenant on va le rendre hétérogène. Alors pour cela, je vais revenir aux blocs qui sont ici, et je décide que le gris et le bleu seront tous les deux du même matériau. Et donc le 1 et le 3, donc je décide que le 1 et le 3 restent à 1 et que le 2 passe à 2. Je valide, on me dit est-ce que tu veux continuer parce que ça va annuler les résultats précédents, c'est bon. Alors voici, j'ai donc ça, tout cela est un même matériau, puis un deuxième matériau ici. Voilà, c'est une section qui maintenant, au sens des matériaux, n'est pas symétrique. Alors les couleurs, alors on nous a affecté, ici j'ai deux sous-domaines, les couleurs gris et rouge, tel que c'est écrit, et puis toujours de l'acier affecté par défaut. Alors on va faire la chose suivante, on va aller chercher d'autres matériaux. Je vais les chercher parmi les matériaux isotropes. Je vais prendre de l'aluminium, je le sélectionne. J'ai aussi du polyamide, je le sélectionne. Une fois que je l'ai sélectionné, je fais OK et je les vois apparaître ici. Je peux bien entendu à tout instant regarder les caractéristiques de chacun des matériaux. Mais maintenant, ces matériaux que j'ai choisis, eh ben, je les ai là. Alors je vais choisir que le gris c'est de l'aluminium et que le rouge sera par exemple du polyamide. Je vais aussi lui changer la couleur. Et je vais prendre une couleur qui est celle-là. Alors je valide, ce qui valide en même temps les matériaux et les couleurs. Maintenant j'ai donc une section hétérogène à phase isotrope constituée d'aluminium et de polyamide. C'est affecté, donc je peux lancer les calculs. Voilà, les calculs sont terminés. Ça a pris encore une fois 4 secondes, c'est indépendant du fait que ce soit hétérogène ou pas, ça ne dépend que du maillage. Lequel maillage, le voilà, et sa densité, elle est claire. Je me mets dans sous-domaine, vous voyez, bloc, c'est des couleurs, sous-domaine, c'est ce que j'ai retenu. Alors cette fois-ci, j'ai des centres qui ne sont plus confondus, le centre de cisaillement est là, les axes d'inertie ne sont pas les axes naturels, le centre géométrique, il est bien au milieu, c'est le noir, le centre de masse, c'est le gris, et le centre d'inertie élastique, c'est le bleu. Alors toutes leurs positions sont données ici, l'angle que fait l'axe d'inertie par rapport à l'axe naturel est donné en degrés ici. Et cette fois-ci, nous avons les constantes de section qui sont données par les rigidités associées à chacun des efforts intérieurs. Et cette fois-ci, ce n'est pas dans des unités particulières, c'est en système international. On n'a pas choisi ni centimètres. Voilà, c'est juste en SI, en système international. Voilà, maintenant on peut jeter un coup d'œil aussi sur les déformations. On va regarder d'un seul coup tous ceux qui ramènent de l'effort tranchant. Eh bien, on nous dit toujours les deux efforts tranchants, le moment de torsion, avec des formes un peu plus complexes, bien entendu. Voilà. Pour les effets Poisson, voici les effets Poisson. Ils sont associés à l'effort normal, les deux moments de flexion, ils ont cette forme. Quant aux contraintes, on va regarder par exemple pour un moment de torsion la distribution des cisaillements. La voici. Alors on voit que c'est surtout l'aluminium qui prend pratiquement la torsion et que le polyamide n'en prend pas du tout. En tout cas, au sens des cisaillements, c'est important. Bien. Je vais regarder le moment de flexion, c'est important autour de cet axe X, regardez les contraintes axiales. Voici les contraintes axiales. Ici, quand on est en somme en hétérogène, les champs de contraintes sont dessinés, enfin affichés par matériau. Donc j'ai le matériau ici qui est l'aluminium et là le polyamide. Et on voit que la contrainte axiale est discontinue aux interfaces. C'est normal, ce n'est pas une erreur. Elle n'a pas à être continue, comme je l'expliquais. Voilà. Il faut toujours faire attention aux interfaces et à l'heure normale pour savoir qui doit être continu ou pas. En l'occurrence, voilà. En l'occurrence, si je me mets par exemple avec un effort tranchant Y et je regarde sigma YZ, alors je vois que sigma YZ, là où la normale est Y, c'est bien continu. Par contre, là où la normale est X, on se rend compte que c'est discontinu. Donc, c'est logique. Voilà. Maintenant, quant aux aiguilles qui est au milieu, il s'agit d'une concentration de contrainte parce qu'on a un angle ici à 90 degrés, ça fait comme un pic. C'est un peu normal quand on fait du numérique. Voilà pour cet exemple. Il est terminé. Je vais passer à un dernier exemple. Je vais faire Close. Don't save, et je vais prendre l'exemple d'une cornière parce qu'il y a une information à donner, toujours en millimètres. Je vais aller dans exemple, là-dedans, et je vais prendre le deuxième exemple qui contient une cornière. Voici ma cornière. Ma cornière, cette fois-ci, elle est homogène. Je le vois parce qu'il n'y a qu'un seul bloc, il y a une seule couleur. Et parce qu'elle est homogène, on lui a déjà associé de l'acier, il y a un seul sous-domaine, ce tableau est déjà validé. Je n'ai plus rien à faire, je peux tout de suite lancer les calculs pour une section homogène pour peu que j'accepte qu'elle soit faite en acier par exemple. Alors je solve,
C'est parti. Voici. Alors, je ne vous ai pas montré le maillage, mais ce n'est pas très important. Voilà, j'ai montré. Voici le centre de cisaillement, les deux axes d'inertie, on s'y attendait un peu, et le centre d'inertie. Je donne un seul centre parce qu'on s'aperçoit que c'est homogène. Et voici les constantes de forme. Alors, on notera, et c'est pour ça que je l'ai fait, qu'il y a pour les moments d'inertie des valeurs différentes. Il y a les moments d'inertie par rapport aux axes d'inertie, et il y a les moments d'inertie par rapport aux axes naturels de la section, c'est-à-dire verticales. Il est important d'avoir les deux pour la pratique. Voilà. On a fait un tour de quelques exemples de sections. C'est facile à faire puisque à partir du moment où on importe une section qui est préalablement maillée, on affecte les matériaux, on lance les calculs et on examine les résultats. Voilà pour l'essentiel. Et tout cela, pour peu qu'une section soit calculée, on sauvegarde la section sous un nom et elle est cataloguée. On peut la réutiliser à tout instant. Voilà, c'est terminé pour ce qui concerne cette vidéo.